Moi, je me rappelle, c'était en 2019, on était encore au début, on était allé à la baie, au phare. Moi, j'avais un sketch qui cartonnait à Conakry, partout. Donc, j'arrive et tout, j'étais tellement confiant. Rigel Gandhi, je sors, je commence un truc en français. J'ai eu l'impression qu'on m'a puni de faire un sketch en français. Donc, les gars, ils me regardent comme ça. Ils sont comme ça, ils regardent. Je parle, je me dis, à un moment donné, j'ai envie d'expliquer. Je dis, est-ce que vous vous rendez compte que c'est un sketch que j'ai fait, c'est pas un exposé? Mais les gars, ils ont pitié de moi. À un moment donné, le gars qui était assis devant, je vis, il me dit, petit, ça gagne, pardon. Moi, j'utilise beaucoup ChatGPT sur des aspects techniques. Beaucoup d'aspects techniques, ce qu'il y a à la technologie ou à la littérature, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Donc, quand vous regardez l'humour, il y a une totale mutation et de la scène devant l'écran. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de web humoristes qui ont germé un peu partout, parce que le téléphone s'est démocratisé et créer n'est plus réservé à une élite. Il ne faut pas aller au-dessus de ce moyen. Si t'as pas, aujourd'hui, l'erreur qu'on commet beaucoup, quand on commence à avoir de l'audience et tout ça, je veux m'acheter une voiture, je fais ça, tu changes de cadre de vie totalement. Notre invité du jour est l'une des voix les plus marquantes de l'humour guinéen contemporain. Humoriste, comédien et metteur en scène, Rigel Gandhi, de son vrai nom Mamadou Maki Diallo, s'est imposé par un style engagé, mêlant stand-up, théâtre et satire sociale. Lauréat du prix RFI Talent du Rire 2025, il porte haut les couleurs de la Guinée sur les scènes d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, il est avec nous dans Clinique. Bonsoir. Et si ceux qui nous font rire étaient en réalité ceux qui nous disent les vérités les plus dures? Aujourd'hui, dans Clinique, nous recevons Rigel Gandhi, il est humoriste et observateur aiguisé de notre quotidien pour comprendre jusqu'où le rire peut aller et simplement pour divertir ou pour réveiller les consciences. Bienvenue. Clinique, c'est le nouveau podcast de l'AZSP. Bienvenue. Alors, c'est qui la deuxième voix dans tes vidéos? Président. Oui. Bonjour. Oui, cher ami, bonjour. Vous partez au pressé comme ça? Ah oui, j'y vais de ce pas pour compléter mon dossier de candidature. Ah bon? Oui, pour la présidence de notre pays. Avec notre parti Argent, bien sûr. Ça signifie quoi ce nom? L'Alliance des Républicains Guinéens pour l'émergence nationale et le travail. Waouh. Tous les Guinéens sont derrière l'argent. Et c'est quoi le projet de votre parti? Ah oui, je pense que notre seul projet, c'est de vendre le pays. Vous avez demandé aux Guinéens? Et tous les Guinéens sont d'accord. C'est la première fois d'ailleurs que les Guinéens soient d'accord derrière un parti politique sans distinction ethnique. Tout le monde est derrière l'argent. Même si vous avez un bon plan, il faudra gouverner avant de trouver un preneur. Oui, non, avant de trouver un preneur, on va assurer le minimum. C'est-à-dire, par exemple, vous allez faire quoi pour les femmes? Les femmes, je pense qu'on va les faire dépôt. Chaque matin, on fait dépôt à chaque femme et puis comme ça, à la fin du mois, elle a 2 perruques en bonus. Il y a aussi les mauvais états des routes, vous allez faire quoi? Pour les mauvais états de route, je pense qu'il faut aller plus loin. Si tu vois que les gens se plaignent que les routes sont mauvaises, c'est parce qu'il y a des véhicules. Donc il faut interdire les véhicules. Tout le monde marche. Ou bien, tu as une fois vu quelqu'un qui marche et dit que la route est mauvaise? La deuxième voix, évidemment, c'est moi parce que voilà, tu as une double voix. Avec la technique aujourd'hui, c'est possible de faire beaucoup de choses. Voilà, c'est une habitude. On dit que l'habitude est une seconde nature. Donc, au fur et à mesure qu'on fait des choses, ça devient beaucoup plus facile. Donc, on le fait avec la technique. Moi, je finis de faire mes tournages. Après, il y a la post-prod. Après, il faut aller faire le montage et tout. Donc, voilà, c'est tout un boulot passionnant. Ça te prend combien de temps pour tourner un truc de 30 secondes? Parfois, ça te prend minimum 2 heures de temps. Hein. Oh ouais. Pour faire d'abord l'écriture, parce qu'il y a l'écriture, et puisque les répliques, tu les écris parce que tu peux pas les imaginer comme ça. Donc, il y a les dialogues quand tu écris les dialogues, il faut d'abord maîtriser les répliques. Comme ça, tu sais le temps de pause que tu vas mettre pour donner à l'autre le temps de répondre, parce que c'est toi seul qui tourne, t'imagines l'autre voix dans ta tête. Donc, il faut écrire, ça rend beaucoup plus facile le tournage. Et après, quand tu finis de faire, c'est comme on le fait, il faut d'abord placer la caméra, tu te filmes seul, donc il faut cadrer. Quand tu finis de cadrer, après, tu enregistres, tu fais des repères, tu viens, tu dis, bon, ok, quand je m'arrête là, je suis dans le cadre, je suis pas dans le cadre, et après, et quand tu finis tout ça, tu fais la production, et après, quand tu finis, tu fais le découpage, après, maintenant, tu fais la double voix, la deuxième voix, en off, il faut la enregistrer et puis parce que tu regardes le texte, tu fais toutes les répliques après, il faut les poser seconde après seconde pour que ça soit beaucoup plus concordant. Donc voilà, c'est tout un processus mais beaucoup passionnant.
Beaucoup passionnant. Vous l'avez compris, vous êtes dans la clinique. Alors, nos thématiques, pour faire rire les gens, est-ce que parfois on dit la vérité ou pas? Bah oui, le rire, c'est une vérité habillée. Et parce qu'il y a certaines vérités, elles sont toutes nues, parfois elles sont difficiles à comprendre. Donc le rire devient cet habit-là qui donne une certaine forme à la vérité, qui est une forme beaucoup plus accessible et parfois et moins brutale. Mais vous, les gens ne vous comprennent plus. Hein? C'est bien, c'est que j'avance dans la politique. Maintenant, comment vous allez être président alors que vous n'êtes même pas candidat? Qui t'a dit que c'est en étant candidat seulement qu'on peut devenir président? Parce qu'il y a certaines vérités qui sont beaucoup plus brutales. Donc, et quand c'est avec le rire, parfois c'est moins frontal, donc ça devient plus accessible au public et aussi aux cibles. Parce qu'il y a certaines choses dans notre société, malheureusement, tu peux pas le dénoncer beaucoup plus avec certaines positions. Mais avec l'humour, tu peux aborder ce que tu veux. Comme le dit l'autre, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Oui. Alors, est-ce qu'il arrive que les gens comprennent réellement ton message? Ben oui, ça c'est le côté génial. Parfois on a l'impression que les gens ne comprennent pas, mais ils comprennent tout ce qu'on veut dire, les sous-entendus de voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois après un spectacle ou une vidéo ou quelque chose comme ça, il y a des gens qui t'écrivent j'ai bien analysé ce que tu as dit là et franchement c'est réfléchi, c'est que tu comprends qu'il a compris tout de suite ce que tu veux dire. Donc moi je pense que les gens comprennent. Il y en a aussi voilà qui rient simplement, ne comprennent pas forcément ce que tu veux dire derrière. De quoi les Guinéens rient de plus aujourd'hui sur la toile? Le Guinéen rit beaucoup de l'absurdité du quotidien. Parce que franchement, on est devenu un pays où il y a, avec les réseaux sociaux, il y a tous les jours des nouveaux sujets, ce qu'on appelle communément des buzz. Le poulet, je vais t'aimer, faut me regarder. On mangera chaque jour, finir le premier, on va emporter même le deuxième. La vie qu'on fait, moi j'ai pas l'habitude. Là tu m'agaces par ton attitude. Oh. Des femmes comme toi, moi j'ai pas l'habitude. Et donc c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les Guinéens parce que quand quelque chose fait la une et que tu arrives à tourner ça en dérision, tout de suite tu fais ressortir un côté de cette actualité que les gens ne voyaient pas forcément. Exact. Et parfois tu donnes ton point de vue de façon très comique, mais les gens comprennent tout de suite ta position et qu'est-ce que tu veux dire par rapport à la situation. Donc, je pense que les Guinéens, ils rient beaucoup de l'actualité et aussi de notre quotidien. Y a-t-il des sujets que tu ne touches pas dans les mots ou que tu n'oses pas toucher? Généralement, comme on le dit souvent, il y a une petite limite entre le sarcasme et la moquerie. Donc, parfois, j'évite de toucher sur des choses sur ce que je dirais des petits problèmes physiques que les gens ont sur des défauts physiques, sur le physique de quelqu'un, par exemple, une personne avec du poids ou une personne qui n'a pas assez de poids ou une personne qui a une certaine petite malformation sur une partie de son corps ou quel que soit le défaut, j'aime pas toucher parce que généralement c'est des personnes, on n'en parle pas beaucoup, mais qui sont vraiment atteints dans leur propre amour, leur amour propre dans leur, parce qu'ils se voient tous les jours, ils savent qu'ils ont ce défaut et quand tu parles de ça souvent, ça les rappelle vraiment qu'ils ont un souci. Donc je pense que c'est un sujet que j'aime pas du tout aborder. Et je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut rire sans vraiment toucher à la dignité humaine et aussi à la sensibilité de ces personnes qui sont atteintes par certains problèmes physiques. Est-ce que il arrive que tu t'auto-censures? Ben oui, c'est Ça, l'autocensure, ça fait partie de mon autocensure, ne pas toucher les problèmes physiques, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes ou comédiens qui peuvent se moquer de la taille ou du poids de quelqu'un, ou même de la forme de la tête de quelqu'un, ou de ses yeux, ou son nez, quelque chose comme ça, parce qu'après, ça fait rire, mais ça ne fait pas rire le sujet. Oui. Et en humour, quand une blague ne fait pas rire la victime, c'est que c'est pas drôle, c'est que c'est limite une moquerie. Donc, c'est l'autocensure qu'on se fait, mais à part ça, à part le problème lié à la dignité humaine, on n'a pas de limite en humour. As-tu déjà regretté une blague? Je n'ai pas de blagues particulières sur lesquelles je pense avoir regretté parce que
généralement, je filtre beaucoup moi-même mes blagues avant de les sortir. Donc, je pense que tout ce qu'on sort parfois, c'est réfléchi, c'est répété, c'est mûri. Okay. Donc, voilà. Donc, je ne pense pas que je n'ai pas de blague particulière dont je me rappelle regretter. On est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau phénomène? Est-ce que tu arrives à l'utiliser parfois ou pas? Oui, l'intelligence artificielle, je pense qu'on est dans une ère d'un grand bond en avant technologique et aussi beaucoup de métiers qui sont menacés de disparaître parce qu'aujourd'hui l'IA fait ce qu'on aurait pu faire en 3 mois, l'IA peut le faire en 3 secondes. Donc je pense que c'est quelque chose d'énorme, mais l'IA ne remplace pas les émotions. Ok. Le rire est une émotion et l'IA n'a pas cette émotion-là pour le moment. Il peut te raconter des blagues qui existent sur Internet. Quand tu vas lui dire fais-moi une blague sur les fous, il y a beaucoup de blagues qui existent sur Internet sur les fous. Il va te les faire. Quand tu dis fais-moi une blague sur l'alcoolisme, le tabagisme, beaucoup de choses, il peut te sortir quelque chose. Mais il ne peut pas t'écrire sur des thèmes spécifiques avec toutes les émotions que ça implique. Donc je pense que pour le moment, si un artiste s'est dit à vouloir utiliser l'IA pour faire quelque chose, je pense que ce sera très limité humainement et aussi émotionnellement. Et le rire, c'est une émotion que tu débloques chez les gens. Par coup de pareil, si tu es arrivé une fois d'utiliser, je sais pas, ChatGPT pour te débloquer sur un sujet, je sais pas, c'était arrivé ou pas? Moi, j'utilise beaucoup ChatGPT sur des aspects techniques. Beaucoup d'aspects techniques, ce qu'il y a à la technologie, ou à la littérature, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Donc quand je lis un livre, parfois que j'arrive pas à trop cerner le truc, je peux venir en discuter avec ChatGPT sur l'idée générale du livre et en faire des résumés ensemble et tout. Mais jamais utilisé ChatGPT pour écrire un texte, qu'est-ce qui soit humour ou scénario ou quel que soit le truc, parce que moi je me dis d'abord la créativité, il faut avoir un objectif. Donc si ton objectif c'est de donner, par exemple, moi j'écris sur la drépanocytose, tu ne peux pas toucher ce genre de sujet avec l'intelligence artificielle parce qu'elle ne connaît pas les émotions que ça implique et les douleurs physiques et tout ce qui s'ensuit. Il peut connaître les termes médicaux, il peut connaître les termes scientifiques de la chose, mais il ne peut pas avoir les implications sociales et aussi émotionnelles que ça raconte. Donc moi je pense que aujourd'hui l'artiste même, c'est dans cette époque-là qu'on doit trouver c'est-à-dire l'inspiration pour aller réveiller l'âme de l'artiste et aussi entretenir la flamme parce que voilà, tout tend à disparaître. Tu as quel message à lancer pour ceux qui ne veulent pas l'utiliser? Je ne parle pas que de la comédie ou de l'humour, je parle des autres métiers et autres. En fait, on est dans un monde qui est en constante mutation. Donc si on n'arrive pas à s'adapter à l'évolution, je pense qu'on va disparaître. Et c'est la nature même de l'évolution humaine. Et tout ce qui ne s'adapte pas tend à disparaître, qu'elle soit biologique ou végétale ou quel que soit, ou même technologique. Donc toutes les technologies qui n'ont pas réussi à s'adapter à l'évolution ont disparu. Et aussi, voilà, même des espèces qui n'ont pas réussi à s'adapter à l'évolution ont disparu. Donc aujourd'hui, dans les métiers, c'est pareil. Si tu travailles dans n'importe quel métier, il faut savoir s'adapter, il faut comprendre les dynamiques de ton domaine pour pouvoir s'adapter très rapidement, être à la tendance, parce que aujourd'hui, même quand vous regardez l'humour, il y a une totale mutation et de la scène devant l'écran. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de web humoristes qui ont germé un peu partout parce que le téléphone s'est démocratisé et créer n'est plus réservé à une élite. Donc aujourd'hui, avec un téléphone, tu as une idée, tu mets la caméra, quelle que soit la qualité de ta caméra, on va te voir. On va te voir, on va t'entendre. Donc je pense qu'il y a tout ça. Ici, des humoristes sont restés parfois focalisés sur la scène. Ils vont se dire, moi je suis un artiste du stand-up, moi je fais que du stand-up. À un moment donné, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup plus de gens qui drainent du monde avec les réseaux sociaux que toi sur la scène. Donc aujourd'hui, nous, c'est cette évolution qu'on a forcé à s'adapter, à s'intégrer dans nos différents plans. Et puis voilà, donc moi je dirais à tout le monde qu'aujourd'hui, c'est s'adapter ou disparaître. Les réalités du métier, être humoriste en Guinée, c'est du talent ou du courage?
Bah, ça revient à tous les deux. Il faut avoir normalement le courage, mais le courage aussi doit être habillé un peu de talent, parce que voilà, tu as beau être courageux, si tu ne peux pas jongler, tu ne peux pas jouer au foot, tu ne peux pas être footballeur. Donc c'est du talent, mais en même temps beaucoup de courage, parce qu'on connaît les difficultés, les obstacles liés à la création, à tout ce qui est scène ou art vivant. Ici, on connaît les difficultés qu'il y a, donc il faut être vraiment courageux. Il faut avoir beaucoup de patience et beaucoup d'originalité pour pouvoir se distinguer, mais aussi pour pouvoir se diversifier, pour toucher tous les secteurs de l'humour afin d'exister et de ne pas disparaître. Est-ce qu'on arrive à vivre dignement de l'humour en Guinée? Parce que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations sur la toile. Moi je dirais vivre dignement dépend non seulement de la personne, mais aussi de qu'est-ce que la personne voit comme vivre dignement. Parce qu'il faut vivre, il ne faut pas aller au-dessus de ses moyens. Si t'as pas, aujourd'hui, l'erreur qu'on commet beaucoup, quand on commence à avoir de l'audience et tout ça, je veux m'acheter une voiture, tu fais ça, tu changes de cadre de vie totalement, des choses que tu n'as pas forcément la capacité financière d'assumer, tu te mets là-bas. Par exemple, une voiture, c'est un passif, c'est quelque chose qui bouffe de l'argent tous les jours. Et si tu n'as pas cet argent, tu étais dans un petit studio, tu prends un grand appartement de 5 millions. Donc voilà, et je pense qu'on peut vivre dignement tant qu'on vit avec ses moyens et qu'on ne change pas de cadre de vie tout de suite quand on pense qu'on est arrivé à un certain niveau. Je pense que c'est ce qui nous fatigue beaucoup. Mais si tu t'y prends bien, quel que soit le métier que tu exerces, je pense que le travail est assez reconnaissant pour récompenser ce qu'il pratique. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'exposition? Ben voilà, je viens de citer tout à l'heure là ce complexe de star. Je pense que c'est un syndrome dont souffrent beaucoup de personnes qui sont surexposées. Parce qu'il y a un moment donné, tu es tellement surexposé, tu es tellement vu, tellement connu, tu n'arrives plus à faire tes courses tranquillement, tu n'arrives plus à sortir dans la rue tranquillement, prendre une moto, te déplacer. On dit, ah mais toi, malgré tout ça, tu es sur une moto. Tu vois, il te faut assez d'argent pour assez de tenues, parce que tu apparais souvent en public et il te faut de plus en plus de tenues, de différentes tenues. Donc, je pense que les inconvénients, c'est le niveau de vie qui monte, alors que ton niveau économique, il reste parfois sur la même place, quoi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres à gérer dans cette vie de star. Voilà. Toujours dans Clinique, alors l'impact social, est-ce qu'un humoriste peut influencer socialement un pays? Bah oui, je pense bien qu'un humoriste a un grand rôle à jouer dans les dynamiques sociales, économiques et politiques de son pays. Parce qu'on a connu Coluche, qui a été un grand homme politique, un grand comédien et aussi un homme politique même. Il est même allé jusqu'à aller à l'élection présidentielle de son pays. On a connu beaucoup de personnes, mais on peut aussi influencer son pays positivement sans autant être dans la politique ou être multimilliardaire, mais avec des idées, avec sa plume, avec sa réflexion. On peut amener des gens à changer de direction. Si, par exemple, beaucoup de jeunes qui s'adonnent à certaines choses, on peut sensibiliser, on peut aussi créer des cadres de formation ou bien de sensibilisation sur plusieurs sujets. Donc je pense qu'un humoriste a beaucoup de place dans un pays. Je pense même que l'humour doit occuper une place fondamentale dans un pays, parce qu'on connaît tous l'Afrique et ses réalités. Si on arrive à tout mettre en humour, je pense que beaucoup d'informations peuvent mieux passer, on peut désamorcer beaucoup de situations. Et donc l'humour a vraiment sa place dans l'évolution d'un pays. Ok. Toujours sur Clinique, bienvenue, abonnez-vous si c'est maintenant vous tombez sur cette vidéo. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois qu'une blague n'a pas bien marché? Et qu'est-ce que tu as ressenti au fond? Oui. Parfois tu répètes une blague et puis bizarrement souvent c'est la blague sur laquelle tu comptes le plus qui ne fonctionne pas. Ah ouais. Tu envoies la blague. Tu te dis, mais est-ce qu'ils ont compris ce que je voulais dire? Et ça t'est arrivé où? Moi, je me rappelle, c'était en 2019, on était encore au début, on était allé à la baie, au phare. Moi, j'avais un sketch qui cartonnait à Conakry, partout. Donc, j'arrive et tout, j'étais tellement confiant. Rigel Gandhi, je sors, je commence un truc en français. J'ai eu l'impression qu'on m'a puni de faire un sketch en français.
Donc les gars, ils me regardent comme ça. Ils sont comme ça, ils regardent. Je parle, je me dis, à un moment donné, j'ai envie d'expliquer. Je dis, est-ce que vous vous rendez compte que c'est un sketch que j'ai fait, c'est pas un exposé? Mais les gars, ils ont pitié de moi. À un moment donné, le gars qui était assis devant, je vis, il me dit, petit, ça gagne, pardon. J'ai dit, mais comment? Donc, tu vois, j'étais en sueur. J'ai dit, mais voilà, je ne peux pas oublier ce genre de situation. Après, je pense que c'est ce genre de situation qui nous a forgés et on a réussi à s'adapter à n'importe quel type de public. On a compris que les blagues ont beau fonctionner, mais quand ils n'ont pas la référence ou quand géographiquement vous êtes un peu décalé, il ne faut pas comprendre ce que tu veux dire. Ouais. C'est un métier difficile quand même, hein, ben oui, parler devant les gens. Alors, parfois, on se veut être sérieux même dans les moments. Si tu arrives parfois où tu veux faire du sérieux, mais ton interlocuteur, lui, ne fait que rire. Bah Est-ce oui. que ça t'agace parfois? Moi-même, les enfants à la maison, quand je vais crier sur eux, quand je finis de crier, ils disent, ouais, ça c'est un bon sketch ça. Je dis, mais tu sais que je vais te frapper. Et en fait, ils éclatent de rire, tu vois. Donc, c'est que parfois, même quand tu parles aux gens, et voilà, ils n'arrivent pas à comprendre que tu es un être humain avec toutes tes émotions. Parfois, les émotions ne sont pas toujours positives. Donc, voilà, mais souvent, les gens, franchement, ils confondent l'artiste qui était et la personne. Donc, alors qu'il y a deux personnes qui cohabitent dans le même corps, donc souvent, quand tu n'arrives pas à te faire comprendre, ça a tendance à un peu vexer. Mais bon, nous aussi, on commence à s'adapter petit à petit à cette vie. Et voilà, c'est un peu décalé de la réalité, mais qu'est-ce qu'on veut, c'est ce qu'on a choisi de faire. Alors, bientôt, tu seras en tournée. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben, cette tournée, c'est vraiment une idée qui me traversait la tête depuis très longtemps, depuis mes tout débuts dans l'humour. Je me disais, le jour qu'on a la chance d'avoir l'audience qu'il faut, d'avoir les moyens qu'il faut, on fera une tournée pour sensibiliser sur la drépanocytose, parce que c'est une maladie quand même qui fait assez de dégâts en silence. Il y a d'abord les souffrances physiques. Il y a les souffrances physiques qu'elle crée, telles que des douleurs articulaires, la fatigue et beaucoup de choses. Mais derrière, il y a aussi la douleur psychologique. Parce que les drépanocytoses, c'est des gens qui prennent parfois des médicaments très forts. Ce qui vont jusqu'au tramadol, jusqu'à la morphine, parfois en intraveineuse. Donc parfois, l'épuration, quand parfois l'adrénaline baisse, on a la dépression. Tu vois, parce que tu étais sous stupéfiant, tu étais surexcité, après tu peux bosser, mais après quand l'adrénaline baisse, il y a la dépression. Et parfois cette phase-là du malade, c'est des choses qu'on ne comprend pas forcément. Les parents ne comprennent pas forcément les changements d'humeur, l'envie d'être seul, ne même pas entendre quelqu'un parler à côté de soi, même passer par l'envie de se suicider. Donc c'est vraiment des facteurs que nous, on a voulu franchement faire ressortir de cette maladie, mais aussi on n'a pas de prise en charge ici en Guinée qui est disponible. Parfois même quand quelqu'un fait une crise et qu'il a besoin d'une transfusion sanguine en urgence, avoir le sang c'est un problème. Donc il n'y a pas de banque de sang disponible tout de suite pour avoir une ligne d'urgence sur laquelle les drépanocyteurs, parce qu'ils devaient être en priorité sur les choses, parce que eux c'est des gens. Et tu peux être bien portant le matin, le soir tu fais une crise d'anémie ou quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est des choses qu'on a voulu en parler et aujourd'hui aller vers les universités parce que c'est la couche la plus concernée par cette maladie. Ils sont à une phase de la vie où ils sont en projet de mariage ou d'autres même ils sont en processus de mariage. Donc il faut leur dire faites le test avant de vous marier parce que vous pouvez transmettre cette maladie à vos futurs enfants. Et après, aucun parent ne voudrait voir son enfant souffrir d'une maladie, donc il est impuissant et on ne peut pas guérir. Donc je pense que quel que soit l'amour qui te lie à une personne, mais faites le test avant le mariage parce que la même façon dont tu aimes la personne en face de toi, c'est le même amour que tu auras pour tes enfants ou plus. Donc il ne faut pas faire souffrir un enfant qui n'a rien demandé, peut-être parce que voilà, il y a assez d'hormones dans le cerveau qui nous disent voilà c'est la bonne personne. Donc je pense que voilà, cette tournée s'inscrit dans ce cadre-là de sensibilisation, d'information, mais aussi d'incitation à la prise de conscience par rapport à cette maladie. Merci, Monsieur Rigel Gandhi. Oui. Le nom Rigel Gandhi, c'est... À chaque fois, on me demande l'anecdote. Cette combinaison, ça vient d'où? Moi, j'ai une grande passion pour les étoiles. Je lis beaucoup sur l'astrophysique, la cosmologie et tout. Et donc, Rigel, c'est une étoile qui se trouve dans la constellation d'Orion. Voilà, la constellation d'Orion, c'est de la mythologie grecque.
Et c'est un chasseur, et voilà, c'est à côté de la constellation des Pléiades, du Grand Ours. Bon, ceux qui connaissent l'histoire des étoiles, ils savent. Donc c'est une étoile, dès que tu sors là, s'il y a les étoiles, si tu connais un peu les constellations, dès que tu la vois, tu la reconnais tout de suite. La constellation, elle est beaucoup facile. C'est la première constellation que j'ai retenue, que je pouvais suivre dans l'espace facilement. Donc le nom de l'étoile, depuis tout très petit, c'est resté dans ma tête parce que sur les livres et tout, dès que je sortais, je la voyais, je dis voilà Rigel. Et voilà, c'est comme si j'avais un ange gardien qui me protégeait, partout où je partais, je ne me sentais jamais seul. Et même j'ai une fois eu, quand on m'avait amené au village pour étudier l'école coranique, on s'est perdu dans la brousse et avec un ami parce qu'on partait déposer un colis dans un village voisin, on s'est perdu. Mais moi, à aucun moment, je me sentais seul parce que chaque fois que je levais la tête, je voyais l'étoile, je souris, le gars il me prenait pour un fou. Donc, mais vous voyez, c'est des choses parfois que... donc c'est là quand j'ai décidé de porter un nom d'artiste, je me suis dit naturellement, Rigel c'est le nom le mieux que pour moi, et Gandhi. Et naturellement, c'est le nom de Mahatma Gandhi, qu'on connaît tous, le personnage historique, et qui a quand même lutté pacifiquement pour libérer son pays d'un empire, l'Angleterre, qui était la plus grande puissance militaire à l'époque, presque. Donc, et parfois, on me tape un peu sur Gandhi, on me dit, mais c'est un raciste. Et quand il était en Afrique du Sud, il était là, il a traité les Noirs de paresseux. Je me dis, mais il a raison ou pas, il n'a pas raison. Est-ce qu'on n'est pas paresseux? Mais parfois, la vérité, c'est ce que je disais, la vérité, quand elle est nue, quand elle est crue, elle fait mal. Tu vois, donc voilà, il a dit de façon tellement crue, le peuple noir, c'est un peuple paresseux, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, malgré l'intelligence artificielle, on n'arrive à rien créer. Pourtant, toute la connaissance du monde, de tous les livres qui ont existé depuis le début de l'humanité, est disponible avec l'IA. Et tout ce que tu veux fabriquer, que ce soit un moteur de fusée, que ce soit un réacteur nucléaire, tout ce que tu veux, tu peux le fabriquer à partir de ces connaissances qui sont disponibles. Et on n'est pas réussi ou pas. Donc, voilà. Donc c'est un peu ça la combinaison. Il y a une petite astuce dedans, RG Rigel Gandhi, RG République de Guinée. Donc c'est des petites combinaisons comme ça. Allez, merci, ça a été un plaisir de partager ces moments avec toi. Merci beaucoup et je voudrais profiter de votre plateau pour informer aussi à tous qui nous regardent. Et on a la clôture de cette tournée le 16 mai au Palais du Peuple. Et c'est une première pour nous de s'attaquer au Palais du Peuple. On connaît, c'est un grand public. Donc on compte sur vous voilà, de venir soutenir voilà, le spectacle qui s'appelle Survivant. Parce que voilà, donc vous découvrirez pourquoi Survivant sur scène. Et moi je compte sur vous et à très bientôt. On a hâte. Merci. Merci beaucoup.